Bonjour les amis, c'est Jordi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est intéressant, qui est de savoir est-ce que la PNL, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent la PNL, est-ce que c'est une secte ou est-ce que c'est une boue ou une pseudo-science, voilà, puisque la PNL a beaucoup de détracteurs et c'est vrai que bon, c'est un sujet moi qui m'a beaucoup intéressé et qui en fait m'avait assez choqué parce qu'en fait, quand j'avais fait mes études en PNL, moi j'étais pas du tout au courant de ça, qu'il y avait des gens qui considéraient que c'était potentiellement quelque chose de sectaire et potentiellement une pseudo-science. Et puis du coup, en allant voir sur Internet les détracteurs de la PNL, oh, ah ben, je me rappelle en plus à l'époque, j'avais fait tout le parcours, j'étais même enseignant, j'étais déjà enseignant PNL et alors je me rappelle, ça avait fait un coup au moral, j'étais dégoûté, je disais mais c'est pas possible parce que moi j'avais tellement vécu et je vivais et je vis encore à mon quotidien tellement des expériences positives avec la PNL, des expériences de changement pour moi dans ma vie, pour d'autres personnes. Je comprenais pas comment ça se fait que c'était autant, qu'il y avait cet acharnement sur la PNL et donc je me suis intéressé au sujet pour en comprendre pourquoi, quelles en étaient les raisons, qu'est-ce qui s'était passé. Et est-ce que clairement, il n'y avait vraiment pas du tout de validité scientifique, puisque les détracteurs vont vous dire, la PNL, il n'y a pas du tout de validité scientifique. Alors, déjà sur ce truc, sur l'aspect qu'il n'y a pas du tout de validité scientifique dans la PNL, l'aspect vrai, c'est qu'il y a certains cours de la PNL d'ailleurs que je développe très très peu quand on est en formation, parce que je le dis hein, quand on est en formation, du coup je dis bah ça par exemple c'est un truc qui n'a pas été validé scientifiquement. Donc il y a certains aspects qui n'ont pas été validés scientifiquement, comme les cours, les notions sur les mouvements des yeux, les mouvements oculaires. Clairement, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites et le modèle a été invalidé scientifiquement sur de dire que quand une personne met son regard en haut de tel côté, c'est du souvenir ou tel côté, c'est du construit. Le modèle n'a pas été prouvé, ça a été plutôt invalidé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand la PNL a été connue, c'est surtout par rapport à ça que la PNL s'est fait connaître. Donc du coup, ben, forcément, quand ça a été invalidé scientifiquement, ben, en fait, ça a fait tort à la PNL de manière générale parce qu'il y avait eu beaucoup de bruit et d'encre coulée sur les mouvements des yeux. Donc voilà, donc du coup, ça a porté préjudice à la PNL. Ensuite, alors là je commence par ce qui a porté préjudice à la PNL, hein. En fait, quand la PNL est arrivée, donc créée par John Grinder et Richard Bandler, c'est arrivé dans les années 70. C'était fait à la base dans une université hein, en Californie. C'était vraiment des études universitaires qui étaient là. Et dans ces études, donc, ils ont vraiment modélisé Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, donc des thérapeutes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, le système des mouvements oculaires, ça a été invalidé. Et ensuite, le problème, c'est qu'ils ont sorti ça très très vite de l'université, c'est-à-dire qu'un an après, ils ont voulu rendre ça très accessible au public et de manière mercantile, puisque très rapidement, un an après les découvertes qu'ils ont fait, ils ont commencé à créer des formations PNL avec praticiens, maîtres praticiens, etc. Enfin, des praticiens PNL. Donc, c'était surtout des formations dans cette PNL de première génération qui s'adressaient surtout à des thérapeutes. Et comme c'est sorti du monde universitaire, eh bien, les universités, du coup, n'ont plus eu l'envie d'avoir du budget pour pouvoir financer des études qui allaient prouver la validité des modèles, donc, puisque c'était sorti de l'université. Donc comme c'est sorti de l'université très tôt, et bien finalement il y a peu eu d'études scientifiques qui ont été faites. Donc ça, c'est partie des causes. Et l'autre cause aussi, qui existe, c'est que vous savez, le premier livre de la PNL qui existe s'appelle La structure de la magie de John Grinder et Richard Bandler. Donc c'est un livre génial parce qu'il explique vraiment les structures de langage et notamment c'est un livre qui explique le métamodèle. Et en fait, le titre, La structure de la magie, et il y a vraiment eu plein d'ouvrages comme ça de développement personnel qui ont utilisé ce mot, la structure de la magie, derrière la magie, la programmation neurolinguistique, par exemple de Josiane de Saint-Paul et Alain Kérol, où on a pouvoir illimité d'Anthony Robbins, etc. Donc tout ce vocabulaire-là, en fait, ça a apporté un discrédit sur la PNL parce que du coup, bah, tout de suite, ça relevait de la magie. Donc c'est un truc un peu qui pourrait paraître un peu comme ça, sectaire, etc. Donc discrédit sur la PNL. Donc effectivement, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, voilà, avec tout ça, bah, du coup, ça a engendré peu d'études aussi sur la PNL, mais
Maintenant, sur les aspects positifs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites sur la PNL. Si, il y en a. Alors, comment on fait pour savoir vraiment quelles ont été les études scientifiques? En fait, vous allez sur des articles de recherche. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un article de recherche? Il faut aller dans des articles de recherche scientifique qui sont révisés par des pairs. Alors, qu'est-ce que c'est souvent ces articles? Il y a une introduction, un résultat, une méthodologie, un débriefing et une conclusion dans ces articles. Et quand on dit que c'est révisé par les pairs, ça veut dire qu'il y a une rigueur scientifique qui est révisée par des chercheurs. Et donc, où est-ce qu'on peut trouver ces informations? Parce que sur Internet, en fait, il y a tout et n'importe quoi qui est dit. Mais si vous voulez être sûr d'avoir des références scientifiques, il n'y a pas 15 000 sources. En fait, vous avez un site Internet qui s'appelle PubMed, c'est une bibliothèque scientifique et médicale. Donc là, par exemple, dans PubMed, on va retrouver 147 articles de recherche quand même sur la PNL, donc c'est quand même pas rien. Vous avez également PsyInfo, PsycInfo, donc là c'est la même chose que PubMed, mais sauf que c'est sur les sciences humaines et la psychologie. Donc là vous avez 33 articles et vous avez un autre pareil sur Internet. Alors tout ça c'est en anglais, hein, mais vous avez Wiley Online Library. Donc ça regroupe des articles publiés par les pairs et des références de livres. Et là vous avez 504 références d'articles révisés par les pairs, toujours pareil, sur la PNL. Donc on a quand même effectivement des articles validés scientifiquement. Donc non, ce n'est pas une pseudoscience. Il y a quand même des validations scientifiques qui existent, même si tous les modèles effectivement ne sont pas validés. Et effectivement, par rapport à d'autres thérapies comme les TCC, le MDR et l'hypnose, clairement, on prend par exemple les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, mais ils ont des milliers d'articles. Donc effectivement, les TCC sont restés beaucoup plus longtemps dans le champ universitaire, donc ils ont eu un petit peu plus de crédibilité parce qu'ils sont restés plus longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on va, et en plus c'est vraiment très très proche à la PNL, hein, que quand j'ai commencé à m'intéresser à la TCC, et notamment j'ai eu des fois des personnes qui ont fait des formations en PNL, je pense à des psychologues qui étaient déjà formés en TCC qui m'ont dit mais les deux approches sont complètement c'est complémentaire, mais surtout c'est très 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 similaire avec les TCC. Alors dans les recherches scientifiques concernant la psychothérapie, on a vraiment des études qui ont été faites sur la PNL, notamment concernant le stress post-traumatique. On a vraiment des études qui ont été faites, notamment avec des protocoles comme la double dissociation. Donc c'est des études qui ont été faites avec des personnes qui ont été victimes du génocide rwandais et qui ont eu des traumas par rapport à ça. Donc une étude qui a été faite quand même assez tardivement. Donc c'est pareil, on a cette étude qui a été faite en 2011, l'article a été publié en 2011. Il y a eu également la double dissociation, ça a été vraiment étudié sur des vétérans américains à l'armée qui avaient été traumatisés de guerre. Et il y a la double dissociation qui a prouvé effectivement l'efficacité de cette technique sur le traitement des traumas. Cet article a été publié en 2016. Donc vous imaginez la PNL arrivant dans les années 70, comme tardivement, il y a des études qui sont arrivées pour prouver l'efficacité de certains protocoles. Le traitement des phobies, pareil, on a la désactivation d'encre qui a été beaucoup étudiée, notamment sur des gens qui ne pouvaient pas passer de scanner ou des IRM parce qu'ils étaient claustrophobes et on était obligé de les anesthésier et de les endormir. Et donc, ils ont fait en 2010 des études avec le protocole de désactivation d'encre et sur 76% des gens, ça a marché puisqu'ils n'ont plus été obligés de les anesthésier pour que les personnes puissent suivre des IRM. Voilà, ensuite... On a en 2009 beaucoup d'études qui ont été faites sur des protocoles d'ancrage, sur les recadrages, les protocoles de visualisation. Donc là, c'était en 2009. Les allergies également, les protocoles ont été prouvés en 2008 et notamment le changement de croyance, les visualisations et les inductions hypnotiques. Ça, c'était des articles qu'on voit qui ont été faits en 2008. Donc ça, c'est vraiment sur le champ de la psychothérapie. Après, sur le champ du coaching, des études qui ont été faites en 2016, donc c'est pareil, c'est quand même assez récent, sur la reformulation, le cadre de l'objectif, les positions de perception, les ressources, la ligne du temps, les ancrages, les ponts vers le futur. Et c'était vraiment des études qui ont été faites au niveau du coaching pour améliorer des contextes relationnels. Et donc, ça a prouvé l'efficacité. Et également le coaching santé avec la méta-analyse, notamment sur de la perte de poids.
pas. Donc voilà, il y a quand même des études qui existent. Donc vous pouvez vérifier tout ça hein, sur des revues scientifiques. C'est pas du pipeau ce que je vous raconte, vous pouvez y aller. Après, donc ça c'est vraiment sur le côté pseudoscience. Après, concernant le risque sectaire de la PNL, par rapport à ça, puisque effectivement la Miviludes, donc l'organisme ministériel du gouvernement sur les luttes anti-sectes, nomme effectivement la PNL comme étant une approche, étant potentiellement à risque de dérive sectaire. Mais de toute façon, si vous allez regarder le guide de la santé de la Miviludes, vous trouverez toutes les approches qui ne sont pas issues des courants classiques. Hein. Donc, dès que c'est plus dans le courant médecine normale et que c'est de la médecine non conventionnelle, vous avez toutes les approches simplement qui sont répertoriées. Donc voilà, vous êtes potentiellement victime d'une secte dès que vous vous intéressez à une autre approche que la médecine conventionnelle. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Allez vous vérifier par vous-même. Et en fait, pareil, donc je me suis dit, je vais m'intéresser au sujet et chercher à comprendre pourquoi il y a ça. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce qu'ils ont appelé les mouvements sectaires, souvent les médecines alternatives, et pas que les médecines alternatives, hein, les nouvelles pensées qui ne sont pas les religions officielles, hein, comme la chrétienté, l'islam, le bouddhisme, etc., mais qui sont, parce que dans ce qu'on appelle une secte, en fait, dans la définition d'une secte, c'est tout ce qui ne fait pas partie de la pensée commune. C'est-à-dire que dès que vous avez une pensée philosophique ou religieuse qui n'est pas, qui est un peu marginale, qui n'est pas de la masse, et ben du coup c'est un petit peu, on appelle ça une secte. Donc une secte en soi c'est pas tant gênant. Ce qui est gênant c'est la dérive sectaire et c'est ça que le gouvernement s'intéresse, c'est la dérive sectaire, c'est-à-dire dès lors qu'une personne perd son libre arbitre, ses propres manières de penser, et qu'elle va se ruiner, par exemple, financièrement, et couper les liens, par exemple, avec les personnes de sa famille, voire ne plus vouloir se soigner. Et en fait, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, en fait, qu'est-ce qu'ils craignent, et quelle est la pensée, du coup, qui va être source de méfiance, c'est tout le mouvement. Alors là, je fais vraiment une digression, mais je reviendrai à la PNL après et vous allez comprendre pourquoi je fais cette digression. En fait, ça vient de ça, du mouvement New Age, c'est-à-dire le mouvement New Age. C'est toute la pensée avec tous ces mouvements et ces différentes spiritualités qui considèrent que l'être humain a les ressources à l'intérieur de lui, que l'être humain, si on va vraiment en profondeur dans la pensée New Age, qu'en fait, que l'être humain a un potentiel divin qui est tout puissant et omnipotent à l'intérieur de lui. Et en fait, cette pensée-là, elle vient principalement de Helena Blavatsky, qui était en 1910, même avant, vraiment, elle avait amené cette nouvelle pensée aux États-Unis. Et en fait, elle s'est inspirée des traditions où elle a mélangé le bouddhisme, l'hindouisme, la chrétienté. Donc, elle avait amené toutes les visions qui étaient en lien avec le karma, avec les énergies, avec les chakras, etc. Il y a eu aussi quelqu'un qui a été très connu là-dessus, qui s'appelle Rudolf Steiner, qui vient de cette pensée New Age, hein, d'Helena Blavatsky. Donc lui, c'était en 1910, il a créé le mouvement d'anthroposophie et il était contre, lui, la pensée des Lumières, donc il était contre la modernité et lui, il considérait que le mental était un ennemi et que le mental était quelque chose de dangereux. Et d'ailleurs, dans les mouvements du développement personnel, par exemple aujourd'hui sur la vaccination, beaucoup de personnes sont anti-vaccination, viennent de ces mouvements du développement personnel, mais en fait ça vient de Steiner, parce que déjà en 1910, lui il était contre les vaccins, parce qu'il avait la croyance que quand on se faisait vacciner, qu'on faisait vacciner nos enfants, que ça allait alourdir leur karma. Donc voilà, de fil en aiguille, on arrivait voilà, avec tous ces mouvements-là aussi, notamment avec beaucoup de théories du complot, etc., que moi-même, j'ai complètement, dans lesquelles je suis tombé il y a quelques années de ça. Mais c'est intéressant de se dire, tiens, comment ça se fait et d'où ça vient. Donc c'est intéressant vraiment de reprendre ça. Et en fait, donc là, on prend vraiment l'aspect vraiment ésotérique, hein, New Age, pensée positive, etc. Alors, quel lien, vous allez me dire, avec la PNL? Pourquoi j'ai digressé comme ça? Parce qu'en fait, la PNL, elle est issue du courant humaniste. Et le courant humaniste, lui, c'est un courant qui est arrivé, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble plutôt dans les années 70 par là. Et dans ce courant humaniste, en fait, Freud
avant était d'un autre courant où en fait il considérait qu'il y avait le moi, le surmoi et le ça. Et le ça, c'est vraiment toutes les pulsions de l'être humain qui sont des pulsions instinctives primaires et qui sont des pulsions bas, qui sont mauvaises. Et en fait, c'était très issu de la religion, hein, tout ça, parce que même si Freud, il n'est pas dans la religion, mine de rien, il y avait eu toute la chrétienté et toute la religion qui considérait qu'à la base, l'être humain était un pécheur et que l'être humain était mauvais. C'était vraiment dans cette orientation de l'esprit. Et du coup, quand la psychanalyse, elle est arrivée avec Freud, en fait, avec le ça, il a considéré que l'être humain était en réalité profondément mauvais. Et d'ailleurs, en tant que formateur, quand je donne des cours de PNL, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des stagiaires qui avaient des réflexions du type le parcours PNL me fait peur parce que comme on va de plus en plus en profondeur dans la découverte de soi, j'ai peur de découvrir qui je suis. Ça se trouve, je vais me rendre compte que je suis quelqu'un de profondément mauvais. Ben ça vient de la pensée freudienne. Voilà, ça vient de ces influences-là. Donc ça, c'était vraiment la pensée, hein, que l'être humain est profondément mauvais. Et quand le courant psychologie est arrivé, qui s'appelait en Californie le courant humaniste, où on va retrouver l'hypnose ericksonienne, on va retrouver l'énéagramme, on va retrouver l'analyse transactionnelle, on va retrouver voilà, plein de différentes thérapies, et la PNL en fait partie, et bien dans ces courants-là, eh bien non, dans ces courants-là, on considère que l'être humain, en réalité, a les ressources à l'intérieur de lui pour atteindre ses objectifs et peut développer son potentiel, peut développer ses ressources. Et d'ailleurs, c'était un petit peu la pensée aussi de Abraham Maslow, qui a été l'un des piliers fondateurs du développement personnel. Et bien, ce courant humaniste avait ses inspirations qui venaient en réalité du mouvement New Age et de cette pensée qui avait pour origine, hein, si on s'intéresse un petit peu sur les origines perdues, qui avait ses origines de mouvement New Age, même si la PNL n'est pas un mouvement New Age non plus. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? C'est que pourquoi est-ce qu'ils vont parler de risque de dérive sectaire? Parce qu'en fait, il suffit qu'une personne prenne ce présupposé, parce qu'en PNL, on a ce présupposé qui dit les ressources sont dans la personne. Et j'ai pu rencontrer parfois, en tant que formateur, certains stagiaires qui avaient un état d'esprit très généralisant et surtout très dogmatique dans l'approche d'une discipline et qui me confiaient et me parlaient qu'ils allaient refuser certainement, qu'ils étaient dans une démarche, par exemple, de refuser certains traitements médicaux parce qu'en réalité, ils allaient plutôt aller chercher les fonctions positives de leur maladie, qu'est-ce que leur maladie, elle voulait leur dire au niveau de l'inconscient, et que de toute façon, ils avaient les ressources en eux pour pouvoir guérir. Et, euh, et donc, là, effectivement, là, on peut avoir un risque de dérive du coup de la pensée, donc un risque de dérive sectaire, qui peut donc du coup être dangereux. Et effectivement, malheureusement, alors moi, dans mon expérience, je n'ai pas connu d'enseignants qui utilisaient la PNL de cette manière-là, mais c'est pas parce que j'en ai pas connu que ça n'existe pas, mais je pense qu'il est possible qu'il y ait malheureusement certains centres ou certains enseignants, alors je les connais pas, je pourrais pas vous dire qui, mais qui peut-être ont une approche très dogmatique de la PNL, où eux, ils vont vous dire, mais oui, vous avez, et qui peut amener peut-être les gens dans ce risque de dérive. Ou peut-être qu'ils sont aussi très empreints du New Age. Moi, par exemple, clairement, c'est mon cas. Quand je me suis intéressé à la PNL, je me suis intéressé après, mais j'ai eu un parcours où je me suis beaucoup intéressé au New Age. Et puis après, j'ai mis de la distance avec ça, j'ai gardé des choses, d'autres j'en ai jeté, mais voilà. Mais on a des gens qui vont par exemple vous faire de la PNL et puis vont mélanger ça, vous dire toi tu es un enfant indigo, tu es un enfant cristal ou tu es un enfant ci. Ils vont mélanger ça avec d'autres croyances New Age, ils vont faire une espèce de petit d'amalgame des choses. En plus, il faut quand même savoir que, et ça c'est une vérité, je ne vais pas me faire des amis en le disant, mais je m'en fous, parce que c'est vrai, clairement les centres de formation, même s'il y a des fédérations qui se montent et qui essayent de mettre en place des troncs communs, mais clairement la manière dont la PNL est enseignée est quand même très très différente d'un institut à un autre. Et c'est même assez compliqué des fois de faire des passerelles de stagiaires entre différents organismes de formation. J'en ai eu fait les frais. Donc aujourd'hui, je sais que par exemple, quand quelqu'un vient dans un
dans mon centre et qui viennent d'un autre centre de formation, même si c'est un centre de formation PNL, on fait d'abord un petit examen à vérifier qu'est-ce qui a été appris, comment ça a été compris, etc. Parce que, eh bien, il y a des sources qui sont communes, mais chacun y a apporté un petit peu sa sauce, sa manière de voir les protocoles, sa créativité. Et on ne peut pas dire que les organismes de formation ont réussi à vraiment trouver une forme d'homogénéité. L'homogénéité n'existe pas dans cette discipline. Et du coup, moi je pense que ça contribue effectivement à discréditer la PNL. Voilà. Donc vous voyez, donc on a cet ensemble. On a cet ensemble de facteurs qui discréditent les outils. Maintenant, il y a quand même des études scientifiques qui existent et je pense que si on place la PNL comme étant également un art relationnel, puisque Grinder et Bandler disent, mais nous, en fait, on n'a pas spécialement, les inventeurs de la PNL, on dit on n'a pas vraiment voulu investiguer au niveau des études, parce qu'on considère aussi que c'est un art relationnel aussi, parce que la PNL, en grande partie dans cet art, c'est d'apprendre la communication, d'apprendre la relation humaine, d'apprendre à comprendre quelles sont les fonctions positives d'une personne, quand elle se braque, quand il y a un souci. Et bien effectivement, des fois, il peut y avoir beaucoup de techniques, mais c'est quand même un art. C'est quand même un art. Donc à partir du moment où c'est un art, même si c'est un art très pragmatique dans l'application, eh bien, ça ne peut pas toujours être mesuré de manière scientifique. Voilà. Voilà. Donc, voilà, donc du coup, la PNL ne peut pas être une science, ne peut pas être une pseudo-science, puisque ce n'est pas une science, c'est un art. C'est un art relationnel particulièrement. Concernant ces présupposés, les ressources sont dans la personne, etc. La PNL est claire à ce sujet. Elle appelle ça, si on est vraiment sur les fondamentaux de la PNL et qu'on n'est pas dans une dérive parce que soi-même on est hyper New Age, dans le mouvement New Age et qu'on est complètement déconnecté, si on va dans le cœur de la PNL, quand même la PNL ne ment pas, la PNL appelle ça des présupposés. Et quelle est la définition d'un présupposé? C'est une affirmation implicite concernant une réalité, mais qui peut être complètement fausse. Voilà, donc c'est une affirmation, c'est une opinion. Et en fait, la PNL a un ensemble de présupposés qui dit que effectivement, si dans la relation humaine, on a par exemple un présupposé de se dire les ressources sont dans la personne, quand je suis manager et que j'utilise la PNL, ou que je suis coach, ou thérapeute, et que j'accompagne mon client, et que dans la relation, j'ai ce présupposé de me dire les ressources sont dans la personne, ça va me mettre dans une disposition mentale, dans une disposition personnelle qui sera beaucoup plus aidante pour la personne au niveau de la relation, parce que si je la considère à me dire oh là là mais cette personne elle va pas y arriver, elle n'a pas les ressources, c'est sûr que du coup la personne je vais pas être très disposée pour vraiment l'aider. D'ailleurs il y avait une étude scientifique sur ce sujet qui avait été intéressante, donc qui ne concernait pas la PNL, mais ils avaient pris 2 classes d'élèves et en fait qui avaient des niveaux similaires, mais ils avaient donné des présupposés aux profs et ils leur avaient dit voilà cette classe ils sont vraiment durs, c'est vraiment des cas, ils sont pas très intelligents, par contre cette classe c'est des surdoués, vous allez voir ils sont extraordinaires. Et bien à la fin de l'année, la classe où on leur avait fait croire, on leur avait donné ce présupposé qu'ils étaient mauvais, ils avaient des résultats catastrophiques, et ceux où on avait dit que c'était des surdoués, ils avaient d'excellents résultats. Donc ça a vraiment été montré que la posture du formateur ou dans la relation, le présupposé que la personne elle a dans sa relation sur les autres, ça a un vrai impact dans la relation. Donc voilà, donc l'idée de la PNL, c'est pas une religion, c'est pas un système de croyance, c'est pas une secte. Il n'y a rien de religieux dans la PNL, c'est juste que la PNL, elle a des présupposés dans la relation humaine où on dit, mais peut-être que c'est faux, peut-être qu'effectivement, la personne, elle n'a peut-être pas les ressources, effectivement, mais si je me mets dans cette disposition d'esprit, dans ma relation avec l'autre, ça sera plus aidant. Voilà. Maintenant, qu'il y ait des gens qui utilisent les présupposés pour en faire un dogme, une religion et du coup qui se mettent à plus vouloir se soigner, etc. Pour moi, là, c'est autre chose. Et on n'est plus dans la PNL, on est vraiment dans de la dérive, clairement, de la PNL et des risques. Donc voilà, donc moi, j'aurais envie de vous dire, soyez vigilants dans le centre où vous allez. Quel est le discours qui est donné sur la PNL, notamment quant aux présupposés. Voilà. Et puis, par rapport aux détracteurs, je dirais que j'aurais envie de leur dire, allez vous renseigner sur les études scientifiques avant de dire qu'il n'y a aucune étude scientifique ou que la PNL est une secte, etc. Voilà. En tout cas, j'avais envie de vous partager mon point de vue. Après,
après étude et analyse du sujet. Voilà, si ce sujet vous interpellait, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Et c'était Jordi, dirigeant d'Active PNL. Je vous remercie et je vous dis à bientôt les amis. Salut!